Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du cadre européen commun de référence pour les langues. Alors cette vidéo c'est un peu une vidéo d'introduction à une description et une analyse un peu plus approfondie de chaque chapitre dans des vidéos différentes. Aujourd'hui j'aimerais, en guise d'introduction à toute cette série de vidéos, j'aimerais simplement revenir sur l'acronyme lui-même. CECRL. CECRL. Cadre européen commun de référence pour les langues. Donc là, voilà, vous connaissez peut-être ceux qui regardent cette vidéo sont peut-être au courant déjà de ce livre, qui est donc, comme son nom l'indique, on va passer en revue chaque mot, parce que la première chose qu'il faut comprendre dans le CECRL, c'est que chaque mot a un sens très spécifique et a été choisi. Et les notions et les concepts et les principes sont qualifiés de manière très précise avec des significations tout à fait spécifiques. Et je dis ça parce que, j'insiste là-dessus, parce que malheureusement, souvent, on voit un peu des interprétations un petit peu hasardeuses et parfois un peu folkloriques sur des termes qui sont pourtant clairement définis et clairement expliqués dans le CECRL. Mais je pense que c'est important de revenir là-dessus et de bien remettre les choses dans leur contexte et dans leur signification propre. Donc, alors, le premier mot qui est important, tous les mots sont importants. Le premier mot est extrêmement important, évidemment, c'est le mot cadre. Le cadre, ça veut dire que on parle ici d'un document qui n'oblige personne à faire quoi que ce soit de précis et de spécifique. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre. Un cadre dans lequel on va pouvoir jouir d'une liberté réelle. Et donc, par contre, le cadre est posé, et ce cadre, il faut le respecter, évidemment. Bon. À partir du moment où on a adopté le CECRL, eh ben, le cadre, il faut le respecter. Si on n'est pas dans ce cadre, tout ce qui est en dehors du cadre, justement, de référence qui est préconisé, eh ben, on ne rentre plus dans le pacte, si vous voulez. Donc, il y a un cadre. Cette notion de cadre elle est très importante aussi parce que ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas quelque chose d'imposé où on dit aux gens, vous devez faire les choses de telle manière, de manière chronologique ou de manière comme ça spécifique, comme une recette de cuisine. Le cadre européen commun de référence pour les langues n'est pas un document prescriptif qui oblige les enseignants à conduire leur classe et leurs cours d'une certaine manière qui serait figée. Pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle le cadre. C'est un cadre. On explique dans quel cadre on va enseigner les langues, comment on va enseigner les langues, quelle est la philosophie de l'enseignement des langues en Europe au XXIe siècle. Et ce cadre n'oblige encore une fois personne à faire quoi que ce soit de spécifiquement prescrit. Par contre, il faut rentrer dans ce cadre. Bon. Par opposition à une méthode qui serait, elle, prescriptive, c'est-à-dire qui demande aux profs de faire exactement des choses spécifiques. Européen. Donc le deuxième mot, c'est européen. Européen, évidemment, extrêmement important, puisque on parle ici de l'Union européenne. Et tout le premier chapitre qu'on va évoquer dans une autre vidéo, plus en détail, tout ce premier chapitre est dédié et consacré à l'orientation politique de ce cadre européen commun de référence pour les langues. C'est clair et net que le cadre, le CECRL, fait partie d'un projet politique. Le projet politique de l'Union européenne. C'est rien de bien méchant, C'est la démocratie, la liberté, l'entraide, la solidarité, la paix. Toutes les valeurs qui fondent l'Union européenne depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc,
les valeurs de tolérance, d'ouverture à l'autre et d'inclusion de l'autre. Ça implique aussi le fait qu'il y a une politique justement qui a été mise en place et retenue de la part de l'Union européenne, qui est celle de, non pas d'imposer une langue qui serait la même pour tous, mais pour se faire comprendre, parce qu'il faut bien comprendre que le but ici, dans le cadre européen, c'est de faire en sorte que les peuples se rapprochent, que les peuples de l'Union européenne puissent se parler, puissent communiquer entre eux, et tout le monde. Et au lieu de, justement, d'imposer une langue qui serait la lingua franca, si vous voulez, la langue générale et officielle de l'Union européenne, et de dire, voilà, nous, on va dire que l'anglais, par exemple, je dis n'importe quoi, est la langue lingua franca, la langue officielle. Non, on n'est pas dans une logique de langue officielle. On est dans une logique d'accession et d'acquisition des langues étrangères de ceux avec qui on veut communiquer. Donc c'est une approche et une direction politique qui se base sur l'inclusion, la tolérance, l'empathie. Quand on apprend une langue, on entre dans la culture de l'autre et on est dans une logique d'empathie, on est dans une logique d'aller vers l'autre et de s'ouvrir à l'autre. L'autre culture, l'autre pays, l'autre langue, l'autre manière de voir le monde. D'accord ? C'est une ouverture au monde. Et donc, le terme européen inclut tout ça et c'est explicite dans le premier chapitre. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Là aussi, on le verra dans le premier chapitre, la lutte contre la xénophobie. Clairement, c'est marqué qu'on est contre la xénophobie. Donc, on est sur une ligne politique qui est portée par le CECRL. Le troisième mot, c'est commun. Commun, ça veut dire que déjà, il n'y a pas de traitement de faveur, qu'on est tous évidemment à la même logés à la même enseigne et que ça s'adresse à tout le monde et que à partir du moment où on adopte le CECRL comme c'est le cas de la France, on respecte les mêmes règles que les autres et on s'engage à une mise en œuvre en commun justement du CECRL. Parce que l'idée, c'est qu'évidemment, on ne peut pas concevoir l'Union européenne chacun de son côté. Et c'est même d'ailleurs parfois ce qui se passe, des États qui ne sont pas d'accord, qui ont une autre vision peut-être de la réalité ou du monde, et ça pose parfois des problèmes. Donc ici, on insiste bien sur le terme commun, c'est-à-dire qu'on est en commun avec les autres, et on essaye de faire d'être dans un élan commun. Bon. Ce terme de commun, évidemment, rejoint la notion d'inclusion et d'inclusivité des langues. Et là aussi, au lieu d'inventer ou d'imposer une langue officielle, on part du principe que chaque langue doit être apprise, non, c'est pas une obligation, mais chaque langue peut être apprise par tout le monde. C'est-à-dire qu'on part du principe que on va donner des préconisations pour enseigner des langues et apprendre des langues qui seront accessibles à tout le monde. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que si on applique le CECRL, on va donner à tout le monde, à tous les citoyens européens, et même d'ailleurs, on va leur donner l'opportunité justement d'accéder à la culture de l'autre et de pouvoir communiquer avec l'autre. Donc là, on sort de l'idée un petit peu archaïque, on peut dire, d'exclusivité. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'idée que apprendre des langues, c'est quelque chose que pour une certaine élite, ou quelque chose de... déjà,
quelque chose qui serait considéré soit comme superficiel ou soit comme quelque chose d'un petit peu réservé à des gens qui seraient capables, hein, qui auraient des dons particuliers pour apprendre les langues, etc. On n'est plus du tout dans cette logique. C'est-à-dire on est dans une logique commune où chacun a accès et a le droit d'avoir accès à l'acquisition d'une seconde langue. Ça veut dire qu'on n'attend pas des utilisateurs, ce terme est aussi très important qu'on va rediscuter ultérieurement, les utilisateurs de la langue, les locuteurs de la langue ne sont pas tenus de parler comme les natifs. On part du principe qu'il y a des niveaux de référence, d'accord, des compétences qui sont attendues, mais qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre de quelqu'un qui apprend une langue seconde, étrangère, de parler de la même manière que quelqu'un qui a appris sa langue natale, pour qui c'est la langue natale. Un Français qui est né en France et qui parle le français depuis qu'il est tout petit, bah, il parlera forcément différemment, entre guillemets mieux, si vous voulez, que quelqu'un qui a qui a commencé à apprendre la langue plus tard. Pas forcément d'ailleurs. D'ailleurs, ça dépend ce qu'on entend par mieux. Hein. Ça n'a pas de sens d'un point de vue linguistique, de dire mieux. Mais il est évident qu'on ne peut pas attendre de quelqu'un qui apprend une seconde langue qu'il parle comme le natif. Or, c'est ce qui était le cas jusqu'à avant le CECRL. Hein, dans le temps, quand moi j'étais encore en classe, on attendait de nous qu'on parle comme la reine d'Angleterre. Bon, c'était l'anglais de la BBC, c'était l'anglais qui était celui qui était enseigné, et il n'y avait qu'un seul anglais qui était enseigné, et quand on ne parlait pas comme la reine d'Angleterre, c'était pas bon. Et donc on part du principe que le cadre européen est commun, ça veut dire qu'il est accessible à tout le monde et que tout le monde a accès à acquérir des compétences dans des langues étrangères qui sont spécifiquement répertoriées, ces compétences. Hein, elles sont, on va le voir, tout à fait précises et cohérentes, mais aussi que ces compétences ne peuvent pas être soumises à des jugements de valeur. On ne peut pas dire de quelqu'un qui a appris une langue comme une langue seconde, on ne peut pas lui reprocher de parler d'une certaine manière. Par exemple, d'avoir un accent. L'accent n'est pas sanctionné. Quelqu'un qui parle l'anglais avec l'accent français, il parle l'anglais avec l'accent français. Ça fait partie intégrante de son histoire ou de son identité culturelle, tout ce que vous voulez, et qui n'est pas une erreur. Alors que dans le temps, c'était considéré comme une erreur. Il ne fallait pas avoir d'accent. On essaie de cacher son accent. Hein, cacher cet accent que je ne saurais voir. Ou entendre. Et c'était un peu la politique. Or, le CECRL consolide, parce que ça existait déjà, mais consolide et officialise le fait que avoir un accent n'est plus un problème. Attention, il faut comprendre que l'accent peut parfois entraver la communication. Par exemple, les Français, parfois, je prends l'exemple que je connais, les Français usent et abusent des e et des de en substitution du da anglais qui est une interdentale, hein, on met la langue entre les dents, et les Français souvent ont du mal avec ça parce que c'est un son qui n'existe pas en français. Et donc on met des e et des de partout. Alors ça pose des problèmes de compréhension au bout d'un moment. Donc il faut apprendre à faire da ou à faire ra au lieu de ra, parce que ra ça n'existe pas en anglais. Donc les Anglais vont avoir au bout d'un moment du mal, quand vous allez dans un pays anglophone, vous allez avoir du mal à vous faire comprendre parce que ces sons n'existent pas en anglais. Donc il faut apprendre ces sons pour se faire comprendre. Il ne faut pas apprendre ces sons pour faire plaisir aux profs, mais pour se faire comprendre. Le but, c'est de se faire comprendre. C'est de produire de la langue et de comprendre la langue et surtout de la produire de manière compréhensible et qu'il y ait communication. Donc ce terme de commun, il met en jeu, si vous voulez, la notion d'accessibilité à l'acquisition d'une langue et des langues. Et que tout le monde doit être capable d'avoir accès à la langue et peut apprendre une langue étrangère. Que ce n'est pas quelque chose de l'ordre de la science-fiction et que c'est quelque chose qui est tout à fait officiel et accessible.
Voilà. De référence. Le terme référence dans le CECRL, dans le titre, est extrêmement important. Référence. Ça fait référence. Alors déjà, le CECRL, c'est une référence. C'est-à-dire quand on ne sait pas quelque chose, on se réfère au CECRL. Bon, première chose. Le CECRL a suffisamment d'informations pour répondre à peu près à toutes les questions qu'on se pose. Hein, moi, encore aujourd'hui, ça fait, je sais pas moi, 15 ans que j'étudie, que je lis le CECRL, et encore aujourd'hui, je me réfère parfois à des sections du CECRL pour avoir des informations. Donc le CECRL, c'est une référence où c'est une mine d'informations, où il y a plein de choses qu'on peut utiliser concrètement et des réponses qu'on peut avoir à des questions. C'est une référence. Mais c'est aussi une référence par rapport à toute une histoire de la didactique des langues en général, des sciences de l'éducation, des sciences du langage, de tous ces domaines qui sont liés à la didactique des langues de manière générale, et qui datent on peut dire, du début du siècle, du début du XXe siècle. Hein. Alors on peut discuter de quand ça a commencé. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur Ferdinand de Saussure et le cours de linguistique générale au début du XXe siècle de Ferdinand de Saussure, qui est le début, si vous voulez, de la linguistique moderne. Et donc, le cadre ne sort pas du chapeau. Le CECRL, ce n'est pas une directive ou une circulaire qui a été écrite dans des bureaux de la Commission européenne à Strasbourg, comme ça, sur un coup de tête. C'est quelque chose qui est fondé sur, on peut dire, à peu près un siècle de recherche scientifique extrêmement riche. Alors, c'est peut-être pas le cas en France, parce qu'en France, on n'est pas spécialement en pointe sur la didactique des langues, il faut le dire, d'un point de vue de la recherche universitaire et scientifique. Mais quand on regarde un petit peu la bibliographie du CECRL, et là c'est très intéressant, parfois on entend des critiques, des gens qui disent « Oh oui, mais bon, le CECRL, c'est pas basé sur des faits scientifiques. » Les gens qui disent ça, c'est ceux qui n'ont jamais ouvert le CECRL. Parce qu'il suffit de regarder la bibliographie du CECRL pour se rendre compte qu'elle est extrêmement riche et qu'il y a une bibliographie pour chaque chapitre. Bon. Et donc, il y a tout ce qu'il faut là. Donc ceux qui disent ça, ceux qui critiquent le fondement scientifique du CECRL, je leur conseille déjà de lire les livres du CECRL dans la bibliographie, et ils auront déjà une idée un petit peu plus précise de ce que c'est que la didactique des langues. Évidemment, le CECRL se base et s'appuie lui-même, et est le fruit, une synthèse, si vous voulez, de toute une recherche didactique depuis un siècle. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça que c'est une référence fondamentale, puisque ça nous permet de voir un petit peu quelles sont les approches, et l'approche qui est retenue, c'est l'approche actionnelle. Mais pourquoi elle est retenue, cette approche actionnelle? C'est pas simplement pour embêter les profs qui ont pas envie de le faire. C'est parce qu'il y a des raisons qui ont été prouvées scientifiquement. D'accord? La didactique des langues, c'est un domaine scientifique. Alors, en France, le terme, on pourrait s'arrêter un petit peu sur le terme linguistique, qui en France définit surtout la grammaire et le fonctionnement de la langue pour elle-même. Mais le terme linguistics en anglais inclut beaucoup plus de choses que ça. Il y a les notions de psycholinguistique, neurolinguistique, c'est des choses qui n'existent pas tellement en France. Et puis surtout la notion et le domaine d'étude de la sociolinguistique. Et c'est ce domaine de la sociolinguistique qui s'est considérablement développé et qui s'est imposé finalement. Et donc il y a un domaine aussi qui n'est pas connu en France. Je ne sais pas s'il y a une université en France qui se consacre réellement à ça, qui est le domaine de la Second Language Acquisition. Ça n'existe pas en France, c'est SLA, c'est l'acquisition d'une seconde langue ou des secondes langues. SLA, et là il y a des publications, il y a un domaine de recherche extrêmement riche où il y a des tas de publications qui sont extrêmement sérieuses, des tas d'universités anglophones qui ont qui ont discuté, qui ont fait des recherches et qui ont certifié, si je puis dire, ou qui ont compris et déterminé et discuter l'approche
des langues et de l'apprentissage et de l'enseignement des langues. Donc là, le terme référence implique beaucoup de choses. C'est la référence, c'est-à-dire que c'est le lien, si vous voulez, entre ce qui va se passer dans la salle de classe au niveau des élèves. C'est-à-dire, le CECRL est une référence par rapport à ce qui va se passer dans la salle de classe et de ce que le professeur va faire directement devant les élèves. Mais c'est aussi une référence par rapport à tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire, la référence, c'est par rapport à toute la recherche et les recherches qui ont été menées dans ce domaine-là spécifique de la didactique des langues. Alors, je rajoute simplement qu'il n'y a pas que la didactique des langues. Quand on étudie un petit peu ce domaine, on se rend bien compte qu'on va très vite tâtonner le terrain de la psychologie, des sciences du langage, des sciences cognitives. Hein. On parlait de neurolinguistique, du cerveau, des sciences cognitives, etc. Donc, il y a tout un tas de domaines qui s'agrègent, évidemment, à ça. Et donc, c'est une référence qui va permettre après aussi de développer peut-être la connaissance de chacun et la culture didactique dans ce domaine précis de chaque acteur de l'éducation. Qui appelle en tout cas, comme j'ai dit, c'est toujours intéressant de lire des livres qui sont dans cette bibliographie, parce que les livres qui sont dans la bibliographie du CECRL sont extrêmement intéressants. Et des articles. Et le dernier mot, c'est les langues. Évidemment, on s'adresse aux langues. On ne s'adresse pas aux autres matières. Parfois, il y a des collègues à qui j'ai pu avoir des échanges et qui avaient l'air un petit peu hostiles, on peut dire, parfois. Ça m'est arrivé, pas tous évidemment, mais alors qu'ils n'étaient pas profs de langue. Bon, on ne s'adresse pas ici aux profs d'SVT ou aux profs de maths ou aux profs d'histoire. Même si, évidemment, on peut s'inspirer mutuellement des choses. Et moi, je suis le premier à vouloir le faire. Moi, je suis le premier à être pour échanger des projets et faire des projets en commun, etc. Mais donc, les langues, ça veut dire que ça s'adresse aux langues. Ça s'adresse aux langues vivantes. Est-ce qu'on peut appliquer le CECRL et l'approche actionnelle, dont on va parler plus en détail dans d'autres vidéos, est-ce qu'on peut appliquer ça à une langue dite morte? Est-ce qu'on peut appliquer ça au latin? Ben non, puisque le latin, on ne sait pas à quoi ça ressemble phonétiquement et réellement. On n'a pas d'enregistrement du latin ou du grec ancien. Donc le latin et le grec ancien, ou les langues dites mortes, ne sont pas concernés directement par le CECRL, puisque le CECRL parle des langues vivantes. Donc on ne peut pas appliquer le CECRL directement aux langues dites mortes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut s'inspirer toujours, évidemment, il faut. Mais là aussi, les professeurs parfois de latin qui se sentent concernés ou qui... ça ne les concerne pas directement, puisque voilà, ça concerne les langues vivantes. Et le pluriel est très important aussi dans le titre, les langues. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que il n'y a pas une langue qui est retenue. Dans le temps, on voulait faire une langue officielle, l'espéranto. L'espéranto, c'était une langue qui était complètement artificielle, qu'on a inventée. Et on s'est dit, on va inventer une langue et que tout le monde va parler. Et cette langue, elle va être facile à apprendre. Donc tout le monde pourra l'apprendre. Et comme ça, tout le monde pourra parler la même langue. Et comme ça, on pourra se faire entendre et se faire comprendre et communiquer. Le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Eh bien, parce que l'espéranto n'a pas d'histoire. L'espéranto n'a pas d'identité culturelle. Ne correspond pas à un peuple ou à une influence culturelle ou politique ou économique. Par contre, on voit que dans la réalité, il y a des langues qui l'emportent un petit peu sur d'autres. La lingua franca du monde, on peut dire que c'est l'anglais aujourd'hui. L'anglais, c'est un peu la lingua franca, comme on dit, c'est-à-dire c'est la langue du monde, c'est la langue que tout le monde parle pour se faire entendre. Quand deux personnes qui ne parlent pas la même langue se rencontrent, eh bien, ils vont essayer de baragouiner en anglais. Bon, ils vont essayer de se comprendre en anglais. C'est la première langue qui vient à l'esprit pour se faire comprendre. Dans le domaine de la science, dans le domaine de la politique, dans le domaine
des échanges internationaux, du commerce, et ben c'est l'anglais qui domine. Hein. Aujourd'hui, pour publier un article scientifique, si on ne le publie pas en anglais, et ben on va pas se faire entendre. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu triste, mais c'est un peu comme ça. Donc il y a une espèce de monopole de l'anglais. Mais attention, ce n'est pas l'œuvre d'une politique particulière. C'est simplement que c'est devenu la langue, lingua franca. Ça va changer. Un jour, ce sera une autre langue. Dans le temps, c'était le latin, la lingua franca. Bon. Donc, alors, qu'est-ce qui fait qu'une langue devient une lingua franca? Ben, c'est de l'influence politique, économique, culturelle. C'est toutes ces influences-là qui font que une langue s'impose un petit peu par rapport aux autres langues. Donc, quand on dit dans le CECRL les langues, ça veut dire qu'on sort de la logique de l'imposition d'une langue. Et qu'on sort même de la logique de lingua franca. C'est-à-dire, on ne va pas chercher à laisser une langue s'imposer par rapport à une autre. Non. Et ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire qu'on prévient un petit peu ce phénomène de lingua franca, si vous voulez, en autorisant et en encourageant et en permettant à tout le monde, d'accord, commun, à tout le monde d'apprendre et d'acquérir ne serait-ce que des compétences dans des langues étrangères pour pouvoir communiquer avec les autres qui parlent cette langue. C'est-à-dire qu'on veut systématiser presque un petit peu, ou rendre plus accessible en tout cas, l'acquisition d'une langue étrangère et désacraliser un petit peu le fait qu'une langue étrangère serait quelque chose de trop difficile et qui serait réservé à ceux qui ont le don des langues étrangères et qui ont la bosse des langues étrangères comme on aurait dans le temps la bosse des maths. Hein, tout ça, ce sont des mythes évidemment. Et on veut casser ce mythe en disant, si on suit des conceptions, des préconisations qui ont été prouvées scientifiquement, eh ben on peut faire en sorte que tout le monde puisse accéder à une langue étrangère, et à des langues étrangères, les langues, et développer des compétences dans les langues étrangères, en oubliant évidemment le mythe, là encore, du locuteur idéal. On ne cherche pas à faire des locuteurs et des utilisateurs, comme on dit, ou un locuteur idéal, on cherche à faire des utilisateurs indépendants. Le terme utilisateur est très important. Hein. On y reviendra. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette petite introduction sur l'acronyme CECRL. Et donc, les mots dans le CECRL sont extrêmement importants. Et les mots ont une signification spécifique et qui a souvent, je me sens obligé de faire un petit peu ces vidéos et d'expliquer un petit peu parce que je constate qu'il y a eu beaucoup d'interprétations assez hasardeuses et folkloriques même du CECRL et des notions fondamentales pourtant qui sont explicites dans le CECRL, qui sont très claires. C'est un peu étonnant de voir un peu des choses estampillées CECRL, alors que quand on ouvre souvent les manuels ou d'autres, ou même parfois des circulaires ministériels, des choses qui sont assez officielles, et on lit des choses et on voit des choses qui n'ont rien à voir avec le CECRL, enfin qui sont le contraire du CECRL en réalité. Donc il faut se méfier vraiment des interprétations hasardeuses. Le mieux, c'est d'ouvrir le livre et de lire. Voilà, le CECRL. Et ça va être l'objet donc des vidéos à suivre. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.